Bonsoir à toutes et à tous. C'est une vraie joie de se retrouver comme chaque soir de l'été près du Pool House de 28 minutes. Et je ne suis pas seul, évidemment. Je suis bien entouré par l'équipe du soir. Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Tout va bien ? Oui. Bon, formidable. Et l'actualité, eh bien, ce sont les États-Unis qui, par la voix de Donald Trump, menacent une nouvelle fois l'Iran de lourdes, voire de très lourdes frappes. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II. And they called me and said, very politely, please, can we talk? If they back out again, they're going to get hit really hard. Voilà, une référence à la Seconde Guerre mondiale qui reste la dernière grande victoire militaire de l'US Army. Alors pourquoi, depuis 80 ans, les États-Unis n'arrivent plus à gagner leur guerre? Quel impact ont ces échecs sur le reste du monde? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui n'hésitent jamais à faire la planche dans la grande mer des chroniques, à savoir Isadora Darciel et Théophile Cossa. Alors au programme ce soir, Isadora. Alors dans l'été à l'européenne, direction la Lettonie, puisque c'est la pleine saison des festivals dans les cimetières. Ah oui, dites-moi, on avait hâte en effet. Et vous, Théophile? Certaines de nos centrales nucléaires sont en ce moment en service minimum, voire même carrément en vacances à l'arrêt, en cause la chaleur et la sécheresse qui nous empêchent de les refroidir correctement. Justement, refroidir une centrale nucléaire, je vous explique comment ça marche. Voilà, à tout à l'heure, car avant cela, nous allons faire un voyage. Alors attention, pas d'emballement, ce ne sera pas très loin, c'est à quelques stations de métro de notre studio parisien, puisque nous partons pour Nanterre, dont est originaire le journaliste Ferhat Alani. Il est présent sur place d'ailleurs au moment de la mort de Naël lors d'un contrôle de police à l'été 2023. L'occasion pour lui de raconter en BD la tension qui envahit la ville. Il est notre invité tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Ferhat Alani. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste, votre bande dessinée Nanterre avant l'orage, que vous avez écrit et dessiné par Ulysse Gris et paru aux éditions Stenki, ça vient juste de paraître. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Bonsoir Paul Barcelone. Bonsoir. Bonsoir Julia Vonest. Bonsoir. Alors Ferhat Alani, on vous connaît parce que vous êtes grand reporter, vous écrivez, vous photographiez, vous filmez, et puis parfois, eh bien, vous allez sur le terrain de la bande dessinée. C'est votre 3e BD. Qu'est-ce qui permet finalement à un journaliste comme vous, même reporter de terrain, la bande dessinée, qu'est-ce qui permet d'exprimer justement davantage peut-être que de filmer ou de photographier? La BD, en fait, c'est un média qui est lent. Et ça m'intéresse, la lenteur. Surtout, il y a du terrain en plus à l'intérieur. Oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de porter la focale sur le temps long. Et en l'occurrence, sur cette histoire tragique autour de la mort de Naël, on a complètement oublié le territoire. Oui. Moi, j'ai grandi là, je suis arrivé à l'âge de 17 ans, je ne suis pas né à Nanterre, mais j'ai vécu quand même une bonne décennie là-bas. Je voulais raconter les personnages qu'on oublie très souvent, notamment quand il y a un traitement médiatique très fort, comme celui de la mort de Naël. Et on va parler de tout ça dans un instant, mais juste avant, on va voir pourquoi vous avez le profil idéal pour nous parler justement de cet événement, et c'est Olivier Boucreux qui nous explique pourquoi. Ferhat Alani, vous êtes auteur, journaliste et ancien grand reporter. Avec la bande dessinée Nanterre avant l'orage, vous revenez dans le quartier Pablo Picasso, là où vous avez grandi et où le jeune Naël a été tué. Pour raconter ce que les images d'émeutes ne montrent pas, vous avez le profil idéal. Vous naissez à Paris en 1980 de parents irakiens. Votre prénom, Ferhat, vient de l'Euphrate, le fleuve de Falloujah, où votre père a grandi. Opposant trotskiste, emprisonné par Saddam Hussein puis réfugié en France, Amir Alani devient vendeur de cartes postales pour faire vivre sa famille. Un père taiseux, intellectuel, mort en 2019, que vous placerez au cœur de votre premier roman, Je me souviens de Falloujah. De quoi ai-je été sauvé en fait? Et c'est quelque chose qui est presque de l'ordre de la psychanalyse, j'ai envie de dire, et l'écriture me permet d'explorer ça. À 9 ans, vous découvrez l'Irak. Bagdad vit encore presque normalement malgré la dictature. Vous vous accrocherez à cette année 1989, preuve qu'un autre Irak a existé. Lorsque les bombes américaines tombent en 2003, vous obtenez de votre école de journalisme l'autorisation de partir pour une durée de 6 mois. Vous y resterez 5 ans, gilet pare-balles et caméra au point, pour raconter la guerre au plus près des civils. J'essaie de donner une chair en fait à ce pays qu'on voit uniquement sous le prisme des morts et de la morgue. Vous réalisez ensuite des reportages dans le monde arabe et un documentaire sur les enfants de Falloujah. Avec Le Parfum d'Irak, récit graphique, autobiographique né de tweets et adapté en web-série, vous redonnez à ce pays ses cafés, ses rires et ses habitants et recevez le prix Albert Londres en 2019. Des noms pour répondre à la plus grande question de mon enfance. Des noms pour me dire d'où je viens.
Le 27 juin 2023, vous vous trouvez chez votre mère à Nanterre lorsque Nahel Merzouk, 17 ans, est tué par le tir d'un policier lors d'un contrôle routier. Vous restez pendant les nuits de colère et racontez ce qui font tenir le quartier. Une femme de ménage, des associations, des sans-abri aidés par les habitants, des jeunes qui ouvrent un restaurant gastronomique. Dans Nanterre avant l'orage, vous résumez. Derrière ces façades, ce sont des vies entières qui ont résisté. Des vies qui racontent bien plus la dignité que la misère. Voilà, Ferhat Alani, donc cette nouvelle bande dessinée Nanterre avant l'orage. Olivier Boucreux le disait, vous étiez là donc le 27 juin 2023 à Nanterre, la mort de Nahel lors d'un contrôle de police. Pourtant, dans cette BD, vous n'allez pas mener l'enquête sur le pourquoi finalement et le comment de cette mort. Non, vous l'avez dit, vous vous intéressez aux habitants de la cité de Pablo Picasso, avec ses immeubles si emblématiques de Nanterre, les Pablo, voilà comment on les appelle. Pourquoi finalement aller vers ces vies ordinaires dont vous nous avez parlé tout à l'heure? L'enquête, c'est la justice qui la mène, évidemment bien mieux que moi. Je n'ai pas les moyens de la faire. Et ce qui m'intéressait, comme je le disais tout à l'heure, c'est raconter Nahel autrement, raconter cette histoire avec le passé. Ce qui m'intéresse, c'est pas l'étincelle, c'est la poudre qui a lieu avant. Et c'est pour ça que le titre Nanterre avant l'orage, je l'espère, explique ou montre qu'on va aller dans le passé. Ouais. Ce qui est intéressant, vous avez posé la question de la BD aussi, c'est qu'on peut mélanger les époques. Donc je peux parler à la fois de ces tours que tout le monde connaît, elles sont emblématiques. Alors les Parisiens et les Franciliens, en effet, on peut passer devant d'ailleurs souvent, voilà, notamment quand on va au quartier de la Défense, parce que c'est juste tout à fait. côté. Voilà. Et d'ailleurs, merci pour cette transition, parce que ça me permet de raconter aussi cette particularité du quartier. J'ai grandi dans une des tours, et j'avais de chez ma mère la vue sur la tour Eiffel, sur le Mont Valérien, sur la ville de Puteaux et sur la tour de la Défense. Donc en fait, pour un habitant de ce quartier, être entouré de richesses et ne pas y avoir accès, et avoir une forme de ligne invisible, psychologique autour du quartier, c'est quelque chose que j'ai vécu de l'intérieur et que je voulais raconter. On ne peut pas raconter Nanterre sans raconter Nahel, désormais. C'est une histoire que je connais de l'intérieur, mais qui est maintenant un récit national. Donc je voulais faire les deux. Elle faisait office d'Eldorado de paradis, ces tours, ces cités Pablo, notamment après les bidonvilles qui entouraient Paris il y a encore quelques années, même si ces images-là, on les a peut-être oubliées. Exactement, les bidonvilles de Nanterre, les plus grands bidonvilles de France. Je suis allé à la rencontre d'habitants du quartier qui, eux, ont vécu dans les avant d'arriver vers les tours. Avant d'arriver vers les tours. Et c'est effectivement ce que vous disiez, c'était un paradis pour eux. C'est étrange de le dire aujourd'hui. On voit les images des bidonvilles parce qu'en fait, on ne se rend pas toujours compte, en fait, véritablement, de ce que c'était. Quand on dit bidonville, un vrai bidonville, à la place du quartier de la Défense. Il y avait de la boue par terre. Il y avait de la boue, pas d'électricité, pas d'eau potable. Abou Faisal, donc, qui est un des personnages dans la BD, me la raconte. Il nous emmène sur les lieux où ces bidonvilles existaient, remplacés aujourd'hui par des tours et par certaines parties du quartier d'affaires de la Défense, qui est le plus grand quartier d'affaires d'Europe. C'est ça aussi, en fait, Pablo Picasso, c'est une mémoire, c'est une amnésie. C'est une amnésie collective. Ouais. Et je pense qu'on ne peut pas, vous avez dit pourquoi et comment on en est arrivé là, je pense qu'on ne peut pas comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là sans aller dans le passé. Un petit exemple, et je m'arrête là. Ouais. Ce fameux Abou Faisal me raconte son rapport à la police quand il avait 10-12 ans, déjà dans les années 60. On peut parler de 1961 et des massacres du 17 octobre 1961, où la marche démarre à Nanterre. Et cette personne, aujourd'hui, qui a 70 ans, à l'époque a 10 ans, et me dit avoir peur de la police, avoir peur des ratonnades, comme il le dit. Ça dit quelque chose. Ça ne résume pas l'affaire, mais ça dit quelque chose des rapports entre les habitants et la police aujourd'hui. Alors, on parlait justement d'affaires judiciaires. Tout à l'heure, vous parliez d'affaires judiciaires concernant l'affaire Nahel. On va s'y pencher avec vous, Julia, avec cette question simple. Où en est justement cette affaire Nahel? Alors, rappelons les faits tout d'abord. Le 27 juin 2023, un adolescent de 17 ans, Nahel Merzouk, au volant, sans permis, est arrêté lors d'un contrôle routier à Nanterre. Après une course-poursuite, il est tué d'une balle tirée à bout portant à travers la vitre latérale de son véhicule, alors qu'il tentait de redémarrer après un refus d'obtempérer. La scène est filmée par un passant. Le policier, auteur du tir, est rapidement mis en examen. Sauf que 3 ans plus tard, aucun procès n'a encore eu lieu. Pourquoi ? Eh bien parce que le débat judiciaire bloque sur une question centrale. Le policier avait-il ou pas l'intention délibérée de tuer ? En juin 2025, les juges d'instruction renvoient le policier devant la cour d'assises pour meurtre. Mais il y a 5 mois, la cour d'appel de Versailles requalifie les faits en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le parquet général et les parties civiles contestent alors et se pourvoient en cassation. Et
Et au mois de juin, il y a donc quelques semaines, la plus haute juridiction du pays annule la décision de la Cour d'appel. Pour l'heure, donc, aucune date de procès n'a encore été fixée. Le débat juridique reste ouvert. Ferat Alani, vous qui êtes allé sur place, que vous disent les habitants? Est-ce qu'ils parlent encore de Naël? Et puis, que pensent-ils de ce long processus judiciaire qui dure depuis 3 ans maintenant? Vous l'avez bien dit, ça fait 3 ans. Et il a fallu 3 ans pour qu'on qualifie ce qui s'est passé. Les faits, on les a. On les a à travers cette vidéo qui dure 17 secondes. On voit ce qui se passe à l'image. Moi, je ne suis pas la justice, je ne peux pas me permettre de commenter ce que fait la justice. Mais ce qui est sûr, pour répondre à votre question, c'est que du point de vue des habitants, la justice est beaucoup trop lente. Déjà pour qualifier ce qui s'est passé. Il n'y a toujours pas de date de procès. Et la colère, je peux vous le dire, elle est toujours là. Vous vous baladez dans le quartier, mais même à Nanterre et même ailleurs en France, vous voyez le nom de Naël inscrit partout. Justice, le mot justice est souvent accompagné. Donc il y a une véritable attente autour de ce procès dont on n'a même pas la date. Et symboliquement, je trouve que c'est dur à vivre pour les habitants du quartier. Et puis si on veut aller encore plus loin dans le symbole, je répète ce que disent les habitants, c'est que ce policier est millionnaire. Il y a eu une cagnotte pour lui, il est millionnaire, il n'y a pas de procès. Du point de vue du quartier, je peux vous assurer que c'est très difficile à avaler. Alors, en juin 2023, quand éclatent les émeutes après la mort de Naël, vous êtes sur place, vous êtes le seul journaliste sur place. Quand vos confrères des chaînes infos vous appellent pour avoir des images, les aider, vous refusez de les aider. Pourquoi? Oui, parce que je trouve qu'on s'intéresse à la banlieue uniquement quand elle brûle. Moi, j'ai essayé, je vous le dis en toute honnêteté, de entre guillemets, raconter des histoires autour de ce quartier bien avant cette affaire tragique. J'ai toujours eu des refus. Oui. Et donc, quand j'ai commencé à recevoir ces appels, j'ai trouvé... Il y a une question qui m'est venue à l'esprit, en fait. Je vais vous le dire de manière crue. Oui. Je me suis demandé s'il fallait mourir pour exister, en fait. On m'appelle au moment où la vidéo sort, on voit dans ces 17 secondes Naël être tué à bout portant. Et on m'appelle à ce moment-là pour commenter quelque chose dont je n'ai pas encore... la connaissance, en fait, si vous voulez. Donc moi, je commence à travailler et je pense que quand on est journaliste, même si je suis témoin de l'intérieur, là, à ce moment-là, je mets ma casquette de journaliste, je n'ai pas le temps de parler. Je suis là pour travailler, pour récolter des témoignages, assister à ces révoltes. Ça, c'est la première chose. Et je dois vous le dire, il y a aussi une défiance, et moi, je le ressens en tant que journaliste, vis-à-vis des médias quand ces médias ne se rendent pas dans ces banlieues quand elles ne brûlent pas. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, moi, qui m'a Vous avez révolté. écumé les terrains de guerre durant votre carrière de journaliste. L'Irak, bien sûr, on en a parlé, dont vous êtes originaire. Gaza, vous êtes allé à Tripoli en Libye. Est-ce qu'il y a des similitudes entre ces terrains de guerre-là et ce que vous avez pu vivre parfois à Nanterre, dans votre quartier, chez vous, finalement? Alors, je n'oserais jamais comparer les deux situations sur le plan de la violence. En revanche, c'est plutôt sur le regard que je porte sur ces territoires. Que ce soit Gaza, Kaboul en Afghanistan, Bagdad ou Nanterre, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller voir les oubliés et d'aller voir les territoires qui sont dépeints uniquement à travers le prisme de la violence et du pire jour. Mais il y a un avant et un après. Et donc quand je vais à Gaza, quand je vais en Irak, c'est pas du tout le même danger, on est d'accord, mais c'est la même démarche. Ce qui m'intéresse, c'est les territoires perdus, les territoires en marge, en fait. La marginalité, j'ai envie de la remettre au centre et je pense que c'est aussi notre rôle à nous, les journalistes. Merci beaucoup, Ferat Alani, d'être passé. Je rappelle que vous avez écrit cette bande dessinée avec Ulysse Gris, Nanterre avant l'orage, publiée chez Stenkiss. On va passer à notre débat. Comment sortir de ce bourbier? La même question s'est posée à des générations de militaires américains, que ce soit au Vietnam, en Irak, en Afghanistan, aujourd'hui en Iran. Les États-Unis se sont enlisés dans de nombreux conflits sans en sortir vainqueur, mais en prétendant toujours être la meilleure armée du monde. Alors pourquoi la première puissance militaire ne gagne-t-elle plus ces guerres? Quel impact pour le reste du monde? Et que se passerait-il demain si survenait un affrontement avec Pékin? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swillam. À peine élu à la présidence des États-Unis pour son premier mandat, Donald Trump avait bien cerné le talon d'Achille de l'armée américaine. We have to start winning wars again. Everybody used to say we never lost a war. And now we never win a war. 9 ans plus tard, rien n'a changé. Censée être courte, la guerre en Iran dure déjà depuis plus de 5 mois. Depuis la Seconde Guerre mondiale, bien des guerres américaines se sont embourbées. Vietnam, Afghanistan, Somalie ou encore Irak. The transition from dictatorship to democracy will take time. But it is worth every effort. Our coalition will stay until our work is done. La suite, tout le monde la connaît. L'Irak sombre dans le chaos.
et devient un bourbier pour les États-Unis. Le dernier soldat américain quittera le pays 8 ans après le discours triomphant de George W. Bush, président américain de l'époque. Face à ces enlisements à répétition, certains se posent désormais une question. Pourquoi les Américains ne savent plus gagner leur guerre? C'est le cas de cet expert en stratégie militaire et vétéran du Vietnam. Whenever we started a war, or whenever we used military force for the wrong reasons, we failed. We're going to democratize the greater Middle East. We're going to revolutionize Afghanistan. When you have these aspirations that are impossible to achieve, you can't win. À l'abri de la guerre sur son propre sol, pourquoi la première puissance militaire mondiale s'enlise-t-elle dans des opérations sans fin à l'extérieur? S'agit-il de défaites politiques ou militaires? Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons Alexandra Schwarzbord. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice adjointe à la rédaction de Libération. Votre livre Les Pins de Reshmaya est paru cette année aux éditions Artaud. Selon vous, les Américains croient qu'il suffit d'envoyer des bombardiers. Or, une guerre se gagne avec une intelligence tactique des alliés et des buts bien précis. Sinon, dites-vous, on se retrouve pris dans un bourbier comme au Vietnam, Afghanistan, Irak et aujourd'hui en Iran. À vos côtés, Didier Gros, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, vous êtes spécialiste de la politique de défense américaine et ancien attaché militaire à Washington. Selon vous, l'armée américaine est conçue pour affronter un adversaire qui agit comme elle, avec les mêmes normes, les mêmes procédés, le même cadre légal. Mais face à un ennemi asymétrique comme talibans afghans ou milices somaliennes, le conflit vire facilement à la catastrophe. Et puis, Jérôme Viala-Godefroy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en civilisation américaine, professeur à Sciences Po Paris. Votre livre Les mots de Trump est paru chez Dalloz. Selon vous, le Vietnam constitue l'échec fondateur de l'Amérique contemporaine. Depuis les interventions américaines reproduisent souvent les mêmes erreurs. Une supériorité militaire incontestable, mais une incapacité à préparer l'après-guerre et construire un ordre politique stable. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Paul, et le chiffre du jour. 1150 milliards de dollars. C'est le budget record prévu pour la défense aux États-Unis l'année prochaine. Plus 20% en 2 ans, budget militaire multiplié par 3 par rapport à la Chine, fois 5 par rapport à la Russie. Des chiffres vertigineux, vous l'entendez, justifiés notamment, et on va en parler, par la guerre en Iran. Pour vous donner un ordre d'idée, il s'agit de l'équivalent de la richesse produite sur tout un pays, en Pologne notamment sur 1 an. Peut-être Didier Gros pour commencer, malgré cette force de frappe, au moins la force de frappe des chiffres, pourquoi les États-Unis ne parviennent pas à engranger de victoires? Est-ce qu'il y a une malédiction américaine? Je ne crois pas qu'il y ait une malédiction du tout. Je crois tout simplement qu'il faut faire le distinguo entre la puissance d'une part et la force militaire d'autre part. Une force militaire, elle est conçue, elle est organisée, elle a un emploi prévu, essentiellement conventionnel, pour le cas des États-Unis, comme c'est le cas chez nous. Elle peut s'adapter, elle l'a fait d'ailleurs par le passé, elle l'a fait malgré tout en Irak, en Afghanistan. Mais fondamentalement, la guerre, c'est un moyen au service d'une politique, donc au service d'une grande stratégie, d'une stratégie. Donc, in fine, c'est le politique, le responsable. Et in fine, c'est la vision stratégique que l'on a ou que l'on n'a pas, ou que l'on définit bien ou mal, qui mène éventuellement à l'échec. Et je ne parlerai pas de défaite, parce que la plupart du temps, les armées américaines ne sont pas défaites sur le terrain. Tactiquement, opérationnellement parlant, loin s'en faut. D'ailleurs, elles sont impressionnantes. Mais elles s'enlisent. Malheureusement, elles peuvent s'enliser parce qu'elles s'enlisent, parce que les objectifs politiques qu'on leur assigne sont trop souvent, pas toujours, mais trop souvent, inatteignables. Mais Jérôme Viala-Godefroy, même chose. Là, on parle de militaire ou de politique, ou alors les deux sont intimement liés? C'est le problème, c'est cette différence entre des victoires tactiques et puis des objectifs stratégiques. Et c'est vraiment ça qui est essentiel. Et le problème, c'est que la puissance est utilisée comme une politique, finalement, en affaires étrangères. Oui. Et c'est pas du tout comme ça que ça devrait fonctionner. Oui. Ça devrait être en soutien, en fait, d'une stratégie qui devrait être claire. Et notamment avec Donald Trump, il y avait non seulement pas de stratégie, mais des objectifs qui étaient quand même assez multiples et pas clairs par rapport à l'Iran. Alexandra Schwarzbord, vous parlez de défaites militaires ou de défaites politiques, quand on voit ce qui se passe par exemple en Iran avec cet enlisement dont parlait Didier Gros? Là, je pense qu'on peut dire les deux, mais en général, sans aucun problème. C'est le dire, oui. Oui, vraiment. Et je pense que le cas de Trump est quand même très important, parce que là, on est quand même dans un cas
atypique. Il y a eu, jusqu'à Trump, c'était en effet des guerres qui étaient lancées, qui étaient perdues, mais c'était presque tout un pays, l'armée, le militaire et le politique étaient plus ou moins d'accord. Là, on est quand même sur un cas atypique, avec un type qui ne connaît pas le sujet. Il a lui-même jamais fait, il n'a pas fait son service militaire. Il ne sait pas ce que c'est. Il est entouré de gens qui ne savent pas non plus, qui ne connaissent rien au sujet. Pete Hegseth, son secrétaire d'État à la guerre, ça a été rebaptisé Défense, c'est passé à la guerre, c'est un signe déjà. C'est un fou furieux, un concentré de testostérone qui ne pense qu'à aller parle même de croisade. Semer le bien. Oui, c'est ça, il rêve de croisade. Et là, dans le cas qui nous occupe, je pense qu'il s'est passé un événement très important dans la tête de Trump, c'est le Venezuela. Le Venezuela... l'enlèvement de Nicolas Maduro, donc début janvier. Voilà, l'enlèvement de Nicolas Maduro en quelques heures. Ça s'est fait en quelques heures, avec 0 mort côté américain, je crois quelques morts vénézuéliens et cubains peut-être. Et donc, si vous voulez, là, en un claquement de doigts, il a fait tomber un régime. Et là, Trump, dans son espèce de folie narcissique, s'est dit... je peux faire ça n'importe où. Et sans avoir du tout la connaissance, sans imaginer que le Moyen-Orient, ça n'avait rien à voir avec le Venezuela. Il y a tout de même une chose qui marque aujourd'hui Didier Gros, c'est quand on regarde la première guerre du Golfe, on est en 1990-91, les États-Unis partent en guerre avec une coalition de 34 pays. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, il n'y a plus de coalition. Ça veut dire que sans alliés, aujourd'hui, il est difficile tout de même aujourd'hui de vaincre aussi et de gagner. Ouais, il est généralement préférable d'avoir des alliés, c'est certain. Et d'ailleurs, les Américains et les militaires américains en sont parfaitement conscients. Donc là, on est dans une situation très particulière, c'est vrai. Mais le cas que vous citez est très intéressant sur la première guerre du Golfe, parce que c'est presque un contre-exemple de ce qu'on est en train de décrire. Il y a eu là une opération, une guerre classique, conventionnelle en fait, armée contre armée, où les forces américaines, parce que c'était principalement les forces américaines, il faut bien le reconnaître, les forces américaines ont anéanti l'armée irakienne. Et donc les buts ont été parfaitement atteints, y compris d'ailleurs le but politique, était de dire, voilà, le conflit cesse, les choses rentrent dans l'ordre. Elles sont rentrées dans l'ordre pour quelque temps, pas éternellement, mais on a un contre-exemple intéressant. Donc ça veut dire que lorsqu'on a des forces américaines qui sont engagées avec des objectifs militaires véritablement, d'essence militaire, pour atteindre un objectif stratégique qui ne vise pas au nation building, qui ne vise pas des aspirations de transformation de pays entiers, etc., on peut y parvenir. Voilà. La situation en Iran est encore un cas particulier, parce qu'il y a une grande stratégie, mais il manque l'échelon entre la grande stratégie, on y reviendra sans doute, et le niveau tactique. Alors, on le voit aussi, on va voir l'échelon avec vous financier, parce qu'il est toujours important, notamment aussi quand on parle des États-Unis. Et c'est vrai que les États-Unis, Julien, ont été pionniers dans l'utilisation d'une arme, c'est les drones, en fait, aussi très sophistiqués pendant des guerres récentes. Mais aujourd'hui, les États-Unis veulent tout simplement produire des modèles low cost comme ceux utilisés en Ukraine. Oui, souvenez-vous, en 2022, le chef d'Al-Qaïda, al-Zawahiri, considéré comme le cerveau du 11 septembre, est tué en Afghanistan par un drone de combat appelé le Reaper, utilisé par les États-Unis dans la guerre contre les talibans. Il fait partie de ces familles de drones très sophistiquées, mais aussi trop cher pour Washington qui, aujourd'hui, veut réduire la facture, faire la guerre, d'accord, mais avec des drones low cost. Par exemple, au début de la guerre en Iran, en mars, ils ont utilisé pour la première fois le drone Lucas, produit en grande quantité et à bas coût, et qui est une réplique, en fait, des fameux drones iraniens Shahed. Pour rattraper son retard dans cette guerre des drones, le Pentagone a décidé aujourd'hui d'investir avec le programme Drone Dominance, lancé par le secrétaire à la guerre Pete Hegseth à la fin de l'année dernière. Les États-Unis adoptent la stratégie de la production de masse inspirée de la guerre en Ukraine. Résultat, $1 milliard pour acquérir des centaines de milliers de petits drones d'attaque low cost d'ici l'année prochaine. Et puis pour vous donner une idée, un drone low cost Lucas, donc utilisé récemment, coûte environ $35 000 l'unité contre 30 millions pour un Reaper. La différence quand même est notable. Dans la stratégie américaine, Jérôme Viala-Godefroy, on voit que maintenant le prix des armes a une importance. Oui, le prix des armes a une importance parce que, en fait, on est dans un gros changement par rapport notamment aux guerres précédentes, surtout à l'époque du Vietnam, c'est qu'il faut qu'il y ait un coût humain minimal, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de troupes au sol. Et donc c'est cette idée aussi des Américains, notamment depuis la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, que la technologie va pouvoir régler tout et donner une victoire. Le problème, c'est que très souvent, il faut quand même des hommes sur le terrain, et ça, c'est quelque chose que la population américaine n'est pas prête à sacrifier. Le sacrifice du sang
puissance est quelque chose qui n'est plus du tout à l'ordre du jour. Et il y a en même temps une sorte de sacralisation des troupes, notamment quand Pete Hegseth demande de l'argent, il le dit, voilà, si vous ne donnez pas, c'est que vous trahissez les troupes. En fait. Alexandra Strasbourg. Cette histoire de drone est absolument passionnante parce que c'est vraiment un tournant. Et ça reboucle avec ce que vous disiez sur les budgets militaires, parce qu'on voit que finalement, toutes les grandes puissances sont en train de dépenser des fortunes dans le développement d'armes nouvelles. Et on voit, qu'est-ce qu'on a vu ces derniers temps, que dans les deux grands conflits qui nous occupent depuis plusieurs mois, la guerre en Ukraine et la guerre en Iran, ce sont les drones qui ont fait la différence. Jusqu'au point que Vladimir Zelensky a été accueilli comme un sauveur, je crois que c'est aux Émirats Arabes Unis, qui lui demandait de les aider à développer les drones. Donc on voit que finalement, et donc on revient sur notre sujet, la surpuissance militaire, en l'occurrence, que ce soit celle des États-Unis ou de la Russie, n'est pas parvenue face à des armes aussi peu coûteuses et aussi peu technologiques que les drones, même s'ils sont appelés à devenir de plus en plus technologiques, finalement, ça ne marche pas. Alors, on va revenir dans un instant, mais on va parler justement de cette doctrine aussi d'homme au sol, notre archive du jour, qui va nous ramener en 1993. On est en Somalie. Les États-Unis lancent alors l'opération Restore Hope pour mettre fin à la guerre civile sur place. L'affaire se terminera en drame pour les boys et c'est comme un air de déjà-vu. Cette image diffusée par CNN renvoie l'Amérique vers ses cauchemars du passé. Ce pilote américain a été capturé lors d'un raid contre les forts du chef de guerre Aidid. Son avion a été abattu, il est blessé, ses ravisseurs le pressent de questions. Que pensez-vous de cette opération ? Je suis un soldat, je fais ce qu'on me dit, répond le pilote. Près d'un avion abattu par un missile solaire, le corps d'un autre pilote américain traîné par une foule déchaînée. Les casques bleus américains avaient lancé il y a 2 jours une opération d'envergure contre les lieutenants d'Aidid. De nombreuses victimes parmi les Somaliens, mais aussi 24 arrestations, dont 3 proches collaborateurs d'Aidid. Ces affrontements les plus graves depuis 4 mois ont causé la mort d'au moins 13 casques bleus, dont 12 Américains. 7 Rangers portés disparus seraient otages des hommes d'Aidid. Et d'ailleurs, les États-Unis n'ont jamais vraiment quitté la Somalie puisqu'ils continuent de bombarder régulièrement les rebelles, notamment les rebelles islamistes. Didier Gros, est-ce qu'on peut dire qu'il y a là encore un bourbier et que finalement ces bourbiers, ces impasses militaires, les États-Unis ont tendance, avec l'exemple somalien, à les multiplier? Je ne sais pas que c'est forcément tendance à les multiplier. Ce que je veux dire, par exemple, si on prend le cas de la Somalie, cas emblématique, très clairement, on est là, on utilise des forces militaires sous mandat ONU, un mandat relativement fragile, des forces militaires pour aller mener des opérations et face à un ennemi qui comprend d'emblée qu'il n'a aucune chance en affrontant frontalement cette force militaire et donc il va livrer un combat asymétrique. Et ce combat asymétrique, c'est combattre au sein de la population. Et c'est le grand changement de paradigme que l'on voit depuis des décennies. Infiltrer la population. Être dans la population et donc empêcher finalement la force armée largement supérieure de pouvoir faire son effet, puisque sauf à éradiquer la population, ce que les Américains n'ont pas fait, vous n'avez aucune chance de pouvoir l'emporter. Et en fait, on est là entre en fait une inadéquation totale entre les moyens militaires et les objectifs classiques des moyens militaires et les aspirations politiques. Mais ce changement de paradigme, en fait, remonte à l'ère du Vietnam, à post-Deuxième Guerre mondiale. On est passé d'une longue période historique de guerre conventionnelle classique, d'affrontement d'État à d'État, armée à armée. C'est l'épopée napoléonienne jusqu'aux guerres mondiales, bien sûr. Et aujourd'hui, franchement, depuis quelques décennies, la période contemporaine, sous l'influence de l'Occident, un Occident qui veut pousser son modèle politique au reste du monde, eh bien, on s'est embarqué dans des aventures périlleuses, souvent, dans des aventures pour aller changer des modèles de société, des modèles étatiques, et demander aux forces armées de jouer le premier rôle dans ce domaine-là. Ce pourquoi elles ne sont pas conçues. Jérôme Viala-Godefroy, il y a une spécificité américaine tout de même, c'est que les Américains n'ont jamais été véritablement attaqués. Alors, à l'exception bien sûr de Pearl Harbor et de l'attaque du 11 septembre, mais c'est à part. Mais il n'y a jamais, les Américains mènent toujours des guerres à l'extérieur en fait. Oui, tout à fait. Alors, et ça c'est quelque chose d'important parce que on voit cette réalité-là, mais dans le récit qui est donné notamment par les présidents, il y a toujours cette idée d'une menace existentielle. Alors pendant la guerre froide, c'était évidemment l'Union soviétique, mais il y a eu alors le 11 septembre qui était une véritable attaque, mais finalement même pendant la guerre du Golfe, Saddam Hussein était comparé à un véritable Hitler. Voilà, donc on avait cette menace quand même existentielle pour le monde, et l'Amérique se voyait aussi comme elle projetait ses propres valeurs, hein, c'est ce qu'elle fait, cet aspect
messianique dont on parlait un petit peu plus tôt, et le fait de se battre pour la liberté du monde. Et on a quelque chose de très différent avec Donald Trump, qui ne fait plus des guerres pour la liberté pour le monde, ni même pour la liberté des États-Unis, mais qui fait des guerres pour démontrer la puissance. Sa puissance à lui, comme la puissance fantasmée ou pas des États-Unis. Alexandra Schwarzbrod, par rapport à tout ce qu'on se dit là, est-ce que dans la population, le retour de cercueils de soldats morts, de soldats américains morts, a une influence et une importance qui peut guider, influencer la décision politique? Bien sûr, ça c'est certain. Et d'ailleurs, c'est ce qui effraie le plus les autorités américaines, c'est de voir trop de cercueils revenir sur le sol américain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à la guerre du Vietnam, où vraiment là les cercueils malheureusement revenaient à très 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 nombreux, et ça a vraiment miné la société américaine. Là, il y a des morts, et chaque mort est en trop, mais c'est pas tellement ça, c'est pas tellement par ce biais-là que les Américains se sentent concernés par cette guerre, c'est plus par leur pouvoir d'achat, parce qu'ils voient, eux, surtout, que le carburant et le prix du pétrole grimpe, flambe, l'inflation flambe, alors que Donald Trump, en arrivant, leur avait dit qu'il allait calmer tout ça, et c'est en ça qu'ils se sentent concernés. Ils se sentent concernés, bien sûr, par chaque cercueil qui revient, mais le pouvoir d'achat, la hausse des prix du carburant, c'est ça qui les touche au premier chef, et c'est ça qui inquiète le plus Donald Trump dans la perspective des élections de mi-mandat. Et un mot, Didier Gros, justement, on en parlait tout à l'heure sur cette doctrine zéro mort qui avait été établie par Bill Clinton. Clairement, alors la question peut être un peu brutale, mais est-ce qu'on peut dire qu'on va gagner une guerre sans que des soldats meurent? Non, mais je pense je pense d'ailleurs que les Américains en sont revenus aussi. Vous pensez, oui. Oui, en fait, c'est quelque chose qui était très présent. Moi, je l'ai étudié à l'école de guerre, c'est à l'époque, années 90, 2000, zéro guerre, parce que le prisme technologiste américain, comme ça a été dit, est vraiment présent. Il l'est toujours d'ailleurs, ce qui explique des dépenses somptuaires en matière de défense qu'ils essaient de corriger par ailleurs. Mais ils en sont revenus. Néanmoins, évidemment, l'objectif américain, c'est de livrer un combat, comme ils disent, unfair. C'est-à-dire être toujours en position de supériorité systématique. Donc, tout cela, c'est valable quand vous êtes face à un ennemi symétrique ou dissymétrique. Par contre, ça n'est plus valable du tout lorsque vous êtes face à un ennemi asymétrique. Asymétrique, par exemple, les talibans afghans ou les milices somaliennes. Absolument. Mais, pour revenir un tout petit peu sur ce qui vient d'être dit, c'est tout à fait vrai. Depuis une vingtaine d'années maintenant, non peut-être pas, depuis une quinzaine d'années maintenant, il y a une lassitude, ce que les Américains appellent la fatigue, il y a une lassitude de la population américaine. Mais ça, l'administration Trump en est consciente, et c'est aussi le piège dans lequel elle est aujourd'hui. Bien sûr. Paul. On parlait du conflit asymétrique. Il y a aussi dans l'esprit de beaucoup d'Américains la possibilité d'un conflit avec la Chine. C'est en tout cas l'ombre qui plane au-dessus des relations entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui. La guerre est seulement commerciale. La question qui se pose est de savoir si un conflit armé pourrait éclater dans les prochains mois entre les deux pays. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio semble jusqu'à maintenant repousser l'échéance. I can't speak 20 or 30 years from now. I can say that our position is we don't support any change to the current status quo that exists there right now. We would be against any sort of compelled or coerced change in status. That point was made very clear in our meetings with the Chinese. So again, it's part of that delicate balancing act. Because look, any conflict between the US and China, be it economic or be it military, God forbid, would be catastrophic for both countries and for the world. On entend Marco Rubio dire 20 à 30 ans pour l'échéance. Jérôme Viala-Godefroy, est-ce que ce conflit-là, États-Unis-Chine, il est réalisable, évitable et possible peut-être avant? Alors le problème, c'est, je suis pas spécialiste autant que Didier Gros, mais c'est d'avoir des conflits sur plusieurs terrains en même temps, et notamment ce qu'on voit là déjà par rapport à l'Iran, c'est des problèmes de réapprovisionnement des missiles Patriot par exemple, des missiles de défense, et là c'est une des grosses questions qui se posent aux États-Unis, qu'on voit chez certains spécialistes, mais aussi dans les médias, de savoir comment à l'heure actuelle les États-Unis pourraient effectivement rentrer dans un conflit même plus conventionnel. Parce que c'est encore dans cette idée dont on parlait plus tôt, de cette hubris, un peu, de cette idée d'hyperpuissance, et que finalement on peut tout faire. Et là, les limites de la production même des missiles, par exemple, et des antimissiles, oui, c'est ça. Au cœur. Alors Paul le disait, pour l'instant, cette guerre n'est que commerciale pour l'instant, Alexandra Schwarzbrod, mais il est vrai que quand on voit ce qui se passe à Taïwan, c'est là, aujourd'hui par exemple à Taïwan, c'est la journée de défense, c'est là où les Taïwanais s'entraînent pour éventuellement une invasion chinoise.
les États-Unis ont toujours dit qu'ils viendraient en aide à Taïwan. Donc ça veut dire qu'il y aurait forcément un affrontement à ce moment-là entre les deux plus grandes armées du monde. C'est quelque chose aujourd'hui qui est dans la tête de tout le monde? Oui et non. D'abord, avec Trump, on ne peut absolument pas savoir ce qui va se passer. On ne peut pas savoir. Et par ailleurs, je pense que la Chine n'envisage pas d'attaque militaire prochainement. C'est beaucoup plus subtil que ça de sa part. C'est-à-dire qu'elle est en train de déstabiliser Taïwan par des fake news, par des opérations de déstabilisation. Elle aussi, elle mène des exercices militaires dans la région pour faire peur, pour montrer qu'elle est capable d'étouffer l'île. Et donc, je ne suis pas sûre que la Chine aurait intérêt à attaquer tout de suite. La Chine, là, est dans une position hyper confortable. Elle voit les États-Unis en train de se décrédibiliser sur la scène internationale, en train de perdre leur crédibilité militaire. Vraiment, ils auraient tort d'intervenir tout de suite. Là, ils sont au spectacle, ils regardent. Ils étudient ce qui se passe. Ils étudient ce qui se passe, et donc ils voient les failles, les faiblesses et les forces des uns et des autres. Et donc, franchement, ils n'ont aucun intérêt à intervenir tout de suite. Didier Gros, je vais juste vous demander une réponse rapide. Aujourd'hui, s'il devait malheureusement y avoir tout de même cette confrontation, ce que nous ne souhaitons pas, mais aujourd'hui, au vu de ce qu'on a dit là, depuis tout à l'heure, et au vu de ce qui se passe en Iran aujourd'hui, est-ce que l'Amérique est capable de faire face et de gagner face à la Chine? Alors, on ne peut jamais dire qu'on est capable de gagner face à la Chine, mais ce dont je suis certain, pour avoir étudié le sujet très récemment, c'est que les États-Unis et les forces armées américaines, notamment présentes dans l'Indo-Pacifique et ailleurs, ont aujourd'hui les moyens de faire face. Elles ont les moyens de remplir leur mission initiale, parce qu'il faut bien comprendre que malgré ce qui se passe en Iran et ailleurs, la priorité absolue pour les États-Unis en général et pour les forces armées américaines, ça reste la Chine. Donc les forces armées américaines ne vont pas perdre une partie de leurs moyens, ne vont pas consommer à outrance une partie de leurs moyens, au cas justement où un conflit éclate. Même si je suis convaincu également que ni d'un côté ni de l'autre aujourd'hui, on a envie de voir un conflit militaire, militaire éclater entre les deux puissances, parce que les mots du secrétaire d'État Rubio sont parfaitement clairs. Je pense qu'il résume parfaitement la position de l'administration Trump et des administrations précédentes. Les enjeux sont absolument dramatiques, catastrophiques à terme. Et n'oublions pas qu'on a affaire à deux puissances nucléaires. Oui, c'est vrai. Ça change complètement la donne. Ah, en effet, oui, je vous le confirme. En tout cas, merci beaucoup à vous trois d'être venus ce soir sur le plateau de 28 minutes pour débattre de ce sujet. Allez, dans un instant, il sera l'heure de retrouver les chroniques d'Isadora Darcial et Théophile Cossa, avec qui nous ferons une escapade européenne jusqu'en Lettonie, où nous sommes invités à une fête dans un cimetière. Et ben oui, nous, on a les meilleurs plans de sortie de l'été à 28 minutes. Avant de nous intéresser aux centrales nucléaires impactées, elles aussi, par la canicule, nous verrons comment ça marche pour les refroidir. Mais avant cela, rejoignons Victor de Quiver, l'homme qui sait absolument tout et même les réponses aux questions les plus essentielles. Oui, d'ailleurs, il se produit dans les foires le week-end. Et ce soir, dans Vous dînerez moins bête, Jésus était-il un champignon hallucinogène? Jésus était-il un champignon hallucinogène? La question vous paraît farfelue, et pourtant, l'idée a été avancée très sérieusement en 1970 par un universitaire britannique bien installé dans le monde des études bibliques, John Marco Allegro. Pas un gourou en scandale, mais un spécialiste reconnu des manuscrits de la mer morte et formé à Oxford. Dans un livre au titre presque sage, Le champignon sacré et la croix, il lâche pourtant une bombe. Jésus ne serait pas un personnage historique, mais le nom codé d'un ancien culte religieux centré sur l'amanite tumouche, un champignon hallucinogène rouge à pois blancs. Selon Allegro, les premiers chrétiens n'auraient donc pas raconté la vie d'un homme, mais dissimulé sous une couche de symboles bien épais les secrets d'un ancien rituel de fertilité venu de Mésopotamie. Le Fils de Dieu, une métaphore liée à la fertilité. La résurrection, une expérience mystique sous substance. Les visions, les miracles, les révélations, disons, des effets secondaires. Pour défendre sa thèse, Allegro joue les linguistes détectives. Il découpe les mots de la Bible et traque des racines communes entre l'hébreu, le grec et même le sumérien. Son idée, tout ce vocabulaire religieux cacherait en fait un ancien code lié à la fertilité, aux plantes sacrées et à son fameux champignon. Problème, pour la grande majorité des linguistes, ces rapprochements ressemblent moins à de la science qu'à une gigantesque partie de Scrabble mystique. Le livre déclenche alors un tollé, et sa carrière, elle, ne s'en relèvera jamais vraiment. Fin de l'histoire? Pas tout à fait. Depuis quelques années, des chercheurs réexaminent le rôle possible des psychédéliques dans certaines religions anciennes. Non pour réhabiliter Allegro,
mais parce que l'idée d'expérience mystique, parfois chimique, n'est plus totalement taboue. Alors, Jésus était-il un champignon hallucinogène? Pas sûr, mais vous dînerez moins bête. Merci Victor de Quiver, donc prudence si vous faites une petite fricassée ce soir. Hein. Voilà, je vous le dis juste comme ça. Allez, il est temps de les rejoindre, enfin, diront même certains, Isadora Dorcial et Théophile Cossa pour leur chronique. On commence avec vous, Isadora, et on se met à l'heure d'été européenne comme chaque soir. Et on file ce soir vers la Lettonie pour découvrir une célébration, alors c'est vrai pour le moment, on va dire déroutante. Hein. Et oui, car la Lettonie, où démarre la saison des Kapusvetski, comprenez des festivals de cimetières. Alors non, ce ne sont pas vos groupes de métal préférés qui jouent entre deux tombes. C'est une pratique extrêmement populaire. En outre, les familles convergent vers les cimetières où reposent leurs proches afin de nettoyer avec soin leurs tombes pendant toute la journée. Un pèlerinage qui n'a rien de maussade, hein, comme notre Toussaint de novembre, mais on se réunit avec joie ici pour ce rendez-vous estival. Mais alors, comment ça marche alors, imaginons que vous soyez laiton, Jean-Mathieu. Un calendrier précis vous donne les dates du festival selon votre région. Tout est réparti entre le mois de juillet et le mois d'août. Une fois qu'elles ont leur date, les familles voyagent depuis tout le pays vers le cimetière du village de leurs proches pour faire perdurer cette tradition qui trouve ses origines dans des rites païens laitons qui datent du XIIIe siècle. Alors, une fois sur place, eh bien, on ratisse avec soin le sable, car on ne doit laisser aucune trace de son passage. On taille les haies, on ajoute des fleurs, hein, et pas le petit pot de bruyère en solo, hein, car les cimetières laitons, vous pouvez le constater, sont bien plus verts que les nôtres. Ça ressemble plus à des jardins et des grands parcs. Une fois sur place, le cimetière s'active comme une ruche. Des offices religieux ponctuent ces journées. On y chante des classiques laitons, car oui, il y a une grande tradition chorale en Lettonie. Et on pique-nique aux alentours. Oui, en famille, avec les voisins, les gens du village, les cousins venus de loin. On mange, on parle, on réactive ensemble la mémoire du village. Mais ça rappelle un peu en fait, ce qui se passe au Mexique avec Los Días de los Muertos. Oui, alors en plus intime et en plein été pour le coup. Mais effectivement, c'est là aussi une fête qui va dans le sens de la vie. En activant, en cultivant non seulement la terre, mais aussi le souvenir. On cultive doublement ses racines. Alors ce rendez-vous estival laiton a été documenté. Il y a des livres qui ont été consacrés à ces rituels. Je pense notamment à celui du photographe Martin Graus qui a suivi pendant 4 ans ces fêtes de cimetière et qui a flouté les frontières du temps en choisissant bien sûr le noir et blanc. Et si en fait ce festival célèbre la cohabitation entre les morts et les vivants dans un temps précis de l'année, c'est qu'entre l'hiver et le printemps, on laisse ses ancêtres tranquilles. Mais pour Kapusvetski, eh bien, tout le monde répond présent hein, pour ce temps, donc où recueillement rime avec socialisation et qui sait peut-être même avec rencontre de votre âme sœur, exactement comme dans les fêtes de village. Exactement, donc on peut dire bon Kapusvetski. Exactement. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Isadora. On va voir avec vous Théophile, on va revenir en France avec une pause estivale dans certaines de nos centrales nucléaires. Depuis lundi, 3 réacteurs sont à l'arrêt, 4 tournent au ralenti. La faute en fait aux canicules et aux sécheresses. Alors expliquez-nous, refroidir une centrale nucléaire, comment ça marche? Oui, c'est en calme hein, pour certaines de nos centrales. Celle de Chaux, par exemple, dans les Ardennes, est à l'arrêt. Un réacteur off à Cattenom en Moselle et 4 autres dans l'Ain, la Drôme et l'Isère en service minimum. Alors pas de quoi couper le courant, hein. Il y a 57 réacteurs dans l'Hexagone, mais tout de même affecter temporairement la production d'électricité assurée à 70% par le nucléaire, d'autant que ce ne sont pas les premiers ralentissements cet été. Pourquoi? À cause de la chaleur, oui, mais surtout parce que nos fleuves et rivières souffrent. La Meuse et la Moselle, par exemple, ont un niveau très bas en ce moment, car pour fonctionner, une centrale a besoin de beaucoup d'eau. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Hein. Pour vous donner une idée, la population française boit environ 50 milliards de litres d'eau par an. C'est à peu près ce que consomment, juste pour refroidir toutes les centrales de France, en une journée. Ah oui, en effet. Et toute cette eau, elle vient d'où? De nos fleuves, non, ça? Alors, non, pas que. Hein. Certaines centrales se situent sur le littoral et pompent directement l'eau de mer pour refroidir. Flamanville, par exemple. Ouais. Les autres sont effectivement installées en bord de fleuves et de rivières. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'eau prélevée est le plus souvent restituée. Pour être concret, il existe 2 types de centrales nucléaires en France. Les centrales qu'on appelle en circuit ouvert. Pour celles-là, on prélève
énormément d'eau, mais la quasi-totalité est rejetée dans la mer ou la rivière. Alors certes, un peu plus chaude et un peu traitée, hein, mais pas irradiée, hein, elle ne rentre pas en contact avec le combustible. Et puis il y a les centrales en circuit fermé. Avec ce système, on utilise 20 fois moins d'eau. Par contre, l'eau est moins restituée. Une partie s'évapore hein, dans les grosses tours aéro-réfrigérantes. Et quand il fait trop chaud, donc il y a des restrictions qui sont mises en place. Oui, alors pas de panique, hein, même avec les fortes chaleurs, la sûreté nucléaire n'est pas menacée, nous dit EDF. Le sujet, c'est plutôt de garantir assez d'eau pour tout le monde, agriculteurs, etc., et que l'eau rejetée dans les fleuves ne soit pas trop chaude. 26 degrés max. Au-delà, hein, c'est très mauvais pour la biodiversité. Or, si l'eau est prélevée déjà hein, très chaude pour cause de canicule, le seuil des 26 degrés est vite atteint. Dans ce cas, on réduit l'activité de la centrale. Bon alors, en France, ça va, hein, le parc nucléaire est important, mais c'est pas la même partout. En Europe centrale, le Danube est en ce moment extrêmement bas. Résultat, en Hongrie et Roumanie, les deux seules centrales sont quasiment à l'arrêt avec de grosses conséquences sur la production d'électricité dans ces pays. Encore un défi de taille posé par le réchauffement climatique pour les prochaines années. On en découvre presque tous les jours. Merci en tout cas à vous, Tofine. Merci mes amis, à suivre sur Arte, votre série animée Putain de chat, puis l'élégant film La prisonnière de Bordeaux, qu'ont à se dire une grande bourgeoise et une prolo derrière les barreaux. La question est posée par Isabelle Huppert et Asvia Herzi, et forcément, on a envie de connaître la réponse. On ne tient plus, en fait, tout simplement. Bon, nous, on se retrouve bien sûr demain à 20h05 pour un nouveau numéro de 28 minutes. Tchuss.